Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié à la priorité 1, innovation et recherche. Je suis Sylvain Jacob, donc je suis le coordonnateur innovation et numérique pour le programme 21-27. Et je suis accompagné aujourd'hui de Juliette Maréchal et de Edina Buchwalter pour effectivement vous présenter, dans le cadre de ce webinaire, la fiche action et l'appel à projet qui ont été effectivement décidés, votés par le comité de suivi du 3 octobre dernier. Alors, on a prévu effectivement un temps de présentation, mais également un temps de questions et de réponses sur ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein. On essaiera de répondre en fait tout simplement à l'ensemble, un maximum de questions dans le temps imparti. Et puis toutes les questions, peut-être aussi peut-être plus techniques, on renverra, voilà, à des réponses ultérieures, mais toutes questions auront bien sûr une réponse. Hem, à savoir aussi que ce webinaire est enregistré, il sera mis en ligne sur le site, Europe en BFC, dès le début de semaine prochaine, donc n'hésitez pas à reconsulter ce webinaire. On va commencer donc la présentation, je vais partager mon écran. On va partir effectivement sur cette présentation. Dans un premier temps et laisser peut-être quelques retardataires, venir, je vais vous passer un film, hein, tout simplement de présentation stop motion sur, l'ensemble de la programmation, 21-27 avec, l'ensemble des actions qui seront, accompagnées par les fonds européens. À tout de suite. Tous les 7 ans, l'Union européenne adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiantes et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.europe-bfc.eu.
Voilà pour en ce qui concerne ce premier film de présentation. Peut-être pour ceux qui nous ont rejoints pendant ce petit interlude, je suis Sylvain Jacob, donc le coordonnateur innovation numérique pour le programme 21-27. Et l'objet de ce webinaire qui sera en deux temps, un temps de présentation, un temps de réponse aux différentes questions qui seront posées dans le chat ou autrement. On va effectivement vous présenter un appel à projet et une fiche action sur ce qui a été décidé au comité de suivi du début de cette semaine. Par rapport à ceux qui connaissaient la programmation 14-20, nous sommes sur le 21-27 avec un seul et même programme, Bourgogne et Franche-Comté. Au niveau des documents d'application, vous aviez peut-être l'habitude des documents de mise en œuvre ou Vademecum. Là, nous sommes sur effectivement des fiches actions et des appels à projets qui sont effectivement décidés par l'ensemble de la comitologie en comité de suivi et qui peuvent évoluer tout au fil du temps. Donc, c'est ce qui vous sera présenté effectivement lors de ces webinaires. Une semaine dédiée d'ailleurs sur ces webinaires. Vous avez le programme de présenter. Un webinaire important cet après-midi, le webinaire transversal sur les projets européens, le mode d'emploi, qui permet tout simplement d'aller peut-être de façon plus pragmatique sur le dépôt, etc. Et il sera effectivement réalisé par les pilotes des programmes. Donc, je peux que vous conseiller de le suivre. Si vous n'êtes pas inscrit, allez sur la fiche d'inscription, comme sur la même sur laquelle vous êtes inscrit pour le webinaire d'aujourd'hui. Vous avez encore le temps de le faire. Donc, ce webinaire de la priorité 1, développer une économie régionale innovante et compétitive, avec cet objectif spécifique de développer, d'améliorer les capacités de recherche et d'innovation et l'utilisation des technologies de pointe, l'OS 1.1, avec un budget assez conséquent de 58 millions d'euros de FEDER pour l'ensemble de la programmation. Alors, on va vous présenter aujourd'hui un appel à projet inhérent au projet de recherche collaboratif dans le domaine de la stratégie de spécialisation intelligente, qu'il soit public-privé ou public-public, ainsi qu'une fiche action sur la structuration de la recherche, toujours en lien avec la ARIS 3. Et puis, simplement pour mémoire, une future fiche action qui visera à soutenir les projets innovants portés par les entreprises, toujours dans le cadre de la RIS 3. Cette fiche action est en cours de finalisation. Elle n'est pas passée au premier comité de suivi. Elle passera certainement au prochain, c'est-à-dire soit fin d'année, soit en début d'année prochaine. Et ça fera d'ailleurs l'occasion, pourquoi pas, d'un un futur webinaire. On vous présentera aussi cette fiche action. Donc, vous voyez l'ensemble de ces actions d'innovation et innovation recherche. On est sur, bien sûr, les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente, la fameuse RIS 3, avec 6 domaines visés. On va les passer, on va dire, succinctement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, dans ces domaines, les chaînes de valeur au service d'une alimentation durable, la santé et soins individualisés et intégrés, une solution pour une mobilité durable, intelligente et connectée, la production et le déploiement des usages de l'hydrogène renouvelable, les microtechniques et systèmes intelligents, les matériaux et procédés avancés, et ainsi que les défis transversaux, qui sont au nombre de 3, la transition numérique, industrielle, écologique et énergétique. On voit on est sur aussi des domaines assez larges. On va maintenant passer à la présentation effectivement du premier appel à projet en ce qui concerne les projets de recherche collaboratifs, et je vais laisser la parole à Juliette Maréchal pour vous le présenter. Bonjour à tous. Donc, le premier appel à projet que nous allons lancer concerne les projets collaboratifs entre les laboratoires de recherche et les entreprises sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Donc, la modalité de sélection, c'est un appel à projet qui sera ouvert pendant à peu près 3 mois et demi et qui sera renouvelé chaque année au minimum en fonction des demandes. On pourrait en faire plus d'une fois par an. Les critères de sélection. Le premier, c'est que le projet s'inscrive dans les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d'innovation, donc les 6 domaines que vient de citer Sylvain, ainsi que les domaines transversaux. Dans les autres critères, donc il faut un partenariat. Donc ce qu'on entend par partenariat, c'est une collaboration entre les porteurs du projet. À la différence d'une prestation, par exemple, où, par exemple, une entreprise demanderait à l'université de réaliser des tâches
contre rémunération. Ici, on attend que tous les partenaires engagent des moyens humains, financiers, matériels pour réaliser le projet. Donc après, chacun peut avoir sa part, son work package. Mais en tout cas, voilà, on attend une collaboration des moyens de tous les partenaires. En ce qui concerne les entreprises, on a 2 critères qui peuvent se complémenter, c'est-à-dire qu'il faut au moins une PME et au moins une entreprise en Bourgogne-Franche-Comté. Donc si on est sur un projet collaboratif avec un organisme, de recherche publique et une seule entreprise, alors il faut que cette entreprise, elle soit à la fois une PME et à la fois sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Par contre, à partir du moment où on a 2, 3 ou plus, d'entreprises, il peut très bien y avoir une PME, donc c'est le critère de base, mais une PME qui est dans une autre région ou dans un autre pays et à l'inverse, l'entreprise qui sera en Bourgogne-Franche-Comté, elle peut en avoir n'importe quelle taille. Donc, pour, rappel, la définition de PME, c'est en dessous de 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires ou de total bilan. Ensuite, on a un deuxième critère qui est, sur les objectifs, du projet. Donc, on attend des activités positionnées entre 4 et 9 sur, l'échelle de niveau de maturité, donc, TRL, Technology Readiness Level. On pourra accepter des investissements, dans la recherche de niveau, TRL 2 et 3 si on démontre, qu'ils correspondent de façon probante à des besoins commerciaux et ou sociétaux clairement identifiés dans la RIS 3 BFC. Par contre, les projets de recherche fondamentale ne peuvent pas être soutenus par le FEDER. Ce niveau de maturité, c'est quelque chose qu'il faudra bien argumenter dans le dossier de demande. C'est à vous de démontrer que vous êtes bien dans ces échelles, TRL. L'autre, critère, c'est d'avoir des retombées sur le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Parce que voilà, le but du fonds, c'est quand même de développer, la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on attend, des retombées en termes d'emploi et d'activité économique, ce qui veut dire par exemple, l'embauche de nouveaux chercheurs, pendant la durée du projet ou à la suite du projet et des retombées d'activité économique, donc par rapport aux nouveaux produits ou procédés que vous allez, élaborer. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faudra argumenter dans votre dossier quand vous allez le déposer. Ensuite, au niveau financier, on a un critère sur le budget de l'opération qui sera au minimum de 300 000 € hors taxes. Ce budget, on l'entend au niveau global. Donc que vous déposiez un projet, global avec un chef de file ou que chaque partenaire dépose son dossier administratif, séparément, on regardera le budget total de 300 000 €. Donc c'est en cumulé pour tous les partenaires du projet. Et enfin, on a un critère sur, la capacité des partenaires, notamment financière, à réaliser le projet. Donc ça, c'est aussi bon, par rapport à des expériences qu'on a pu avoir. Là, vous allez présenter un projet qui est collaboratif. Donc il faut vraiment qu'on puisse voir que vous avez la capacité de suivre le projet, que ce soit bon, au niveau scientifique, mais aussi au niveau administratif, sur le suivi du dossier. S'il y a vraiment beaucoup de partenaires, qui est vraiment, voilà, un suivi, constant pour pouvoir, déposer les pièces en temps et en heure, sur le projet. Donc les bénéficiaires, donc un peu plus en détail, les bénéficiaires éligibles. Donc on a les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes de recherche publique, les établissements de santé publics ou privés d'intérêt collectif et leurs partenaires publics. Donc là, on entend donc santé publique, CHU par exemple, privé d'intérêt collectif, ça peut être le CGFL. Leur partenaire public, ça peut être par exemple l'établissement français du sang. Après, c'est des exemples, hein, voilà, c'était simplement pour, illustrer. Ensuite, les organismes de transfert de technologie et les entreprises de toute taille, sous réserve d'avoir bien sûr une PME dans le consortium, en Bourgogne-Franche-Comté ou en dehors, mais voilà. Ensuite, pour bénéficier de l'aide FEDER spécifiquement, il faut que les activités du bénéficiaire soient clairement établies en Bourgogne-Franche-Comté. Donc dans votre partenariat, vous pouvez avoir, des partenaires qui sont dans une autre région, dans un autre pays. Simplement, elles ne pourront pas bénéficier de l'aide FEDER Bourgogne-Franche-Comté. Elles devront s'adresser à leur propre région ou à l'État,
elles auront d'autres financements. On demande à ce qu'il y ait au moins une entreprise domiciliée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça signifie que le laboratoire peut être en dehors de la région. Et s'il y a plusieurs entreprises et qu'il y a une PME dans une autre région, il faut simplement qu'il y ait une entreprise de n'importe quelle taille en Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, au niveau de l'intervention, de l'accompagnement du FEDER. Donc, on est sur un taux maximal de 100% pour les organismes publics. Autrefois, on avait des règles, des fois on limitait le FEDER. Là, aujourd'hui, on n'a pas de limite, sauf si vous avez un cofinancement. Bien sûr, si vous avez 20% de l'État, on vous donnera simplement 80%. Pour les organismes privés. Alors, les organismes privés sont soumis à ce qu'on appelle des régimes d'aide d'État qui permettent d'encadrer pour qu'on respecte les principes de concurrence, hein. Donc là, vous allez avoir des taux d'aide publique maximum. C'est quelque chose qui est appliqué par tous les financeurs publics, hein. Si vous demandez des aides à la région ou à l'État, ce sera les mêmes règles. Là, on ne l'a pas mis parce que c'est un peu compliqué, mais il est dans l'appel à projet. Il y a un tableau qui vous permet de voir quel taux d'aide vous pouvez bénéficier. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, plus la structure est petite, plus vous pourrez avoir une aide publique importante. Et aussi en fonction de la maturité du projet. Donc, plus vous êtes proche du marché et moins l'aide sera importante parce que vous êtes proche de la commercialisation du produit ou du procédé. Alors, pardon. En ce qui concerne les dépenses éligibles, donc bien sûr, en dépenses directes, on a les dépenses de personnel, donc vraiment les moyens humains pour réaliser le projet, avec une limite de 100 000 € par ETP par an. Alors bien sûr, on prend toujours le salaire annuel brut chargé, donc avec les charges patronales. On a une limite de 100 000 € par an qui était autrefois de 60 000. Donc là, on a une belle augmentation par rapport à l'ancien programme, ce qui était beaucoup demandé, hein, justement dans le domaine de l'innovation. On est par ETP, donc équivalent temps plein, ce qui veut dire qu'une personne qui est à 50%, on considérera 50 000 € par an, avec un taux d'affectation au moins de 20% sur le projet. Donc ça, c'est aussi pour répondre à une petite nouveauté qui est le fait qu'on peut prendre les dépenses salariales du personnel titulaire des structures publiques, donc les fonctionnaires. Autrefois, donc sur le programme Bourgogne, on les excluait et sur le programme Franche-Comté, elles étaient mises en contribution en nature. Suite à des audits, donc on s'est rendu compte qu'on voilà, on peut les prendre. Simplement, il faut les justifier dans la partie dépenses, dans les dépenses salariales. Et comme elles sont quand même payées par l'État, hein, donc voilà, il faut aussi les mettre dans ressources. Donc quand vous avez votre plan de financement, vous avez toujours 2 colonnes et donc si elles apparaissent dans dépenses, elles doivent apparaître aussi dans ressources, mais sans être libellées, dépenses, de titulaire. Il faut qu'elles apparaissent dans la catégorie autofinancement du projet. Voilà et donc par rapport à ça, on a aussi, demandé un taux d'affectation au projet de 20% minimum. Donc pour nous, on s'était dit voilà, 1 jour, ça fait 1 jour par semaine, 1 jour sur 5. Après, on vous demande pas de faire, 1 jour, toutes les semaines. Ça peut être 2 jours une semaine, 0 jour une autre semaine. Mais c'est aussi pour un souci de simplification parce que comme vous le savez, voilà, les dossiers FEDER, c'est un peu lourd au niveau justificatif. Donc, par le passé, on a pu avoir, pas spécialement sur la recherche, hein, mais sur tous les projets, des personnes qui étaient par exemple qu'à 8% sur le projet et les justificatifs sont les mêmes. Donc, ça fait quand même, beaucoup de travail, que ce soit pour vous ou pour nous. Donc là, on a opté pour un minimum de 20%, sachant que si la personne n'est pas en totalité sur le projet, il faudra remplir une fiche de suivi des temps. Dans les autres dépenses, on a les dépenses de prestations externes de services ou sous-traitance. On a exclu les prestations entre partenaires. Comme je vous l'expliquais au début, voilà, on fait une distinction entre collaboration et prestation. Ensuite, on a les dépenses de matériel. Donc pour les entreprises, il y a une spécificité qui vient aussi du régime RDI, donc le régime d'aide d'État, où on peut prendre seulement la quote-part relative à l'amortissement de l'équipement sur la durée du projet. Donc ça signifie que si votre équipement, souvent il est amorti sur 5 ans, si le projet dure seulement 3 ans, eh ben, on pourra prendre que 3 ans de l'amortissement.
Enfin, on a une catégorie fournitures et consommables directement et exclusivement liés au projet. Donc là, on attend quand même des fournitures et des consommables d'un montant assez important, parce qu'après, je vais vous parler d'un forfait qu'on a prévu pour les dépenses indirectes. On n'a pas établi de montant minimum à mettre dans le forfait ou dans fournitures et consommables, mais pareil, c'est un souci de simplification. Donc voilà, c'est aussi à vous de voir, comment faire au niveau de la charge de travail administratif au niveau des justificatifs. Donc, le fameux forfait pour les dépenses indirectes. Donc, pour rappel, c'est un forfait qui permet de mettre voilà, des dépenses qui sont globales, qui sont difficiles à justifier, non pas parce que vous n'avez pas les justificatifs, mais parce que pour récolter autant de justificatifs pour des dépenses pour un si faible montant, ça peut être un peu compliqué. Donc là, on est sur un forfait de 25. Donc, autrefois, on avait 15 des dépenses de personnel, là, c'est 25, et sur une assiette qui est plus large. Donc, la formulation exacte, c'est 25 des dépenses directes, du total, pardon, il y a une petite erreur là, il faut pas des dépenses directes personnelles, mais du total des coûts directs éligibles, à l'exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien financier à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects. Alors, pour être un peu plus clair, on va prendre 25 des dépenses de personnel, des dépenses de matériel et des fournitures et consommables. Et on exclut la sous-traitance, donc les prestations, et les coûts unitaires, forfaitaires. Donc, par exemple, si vous avez un repas où on vous donne toujours 15,25 € pour votre repas, ça sera exclu. Donc, vous pourrez noter qu'on a enlevé les dépenses de déplacement des dépenses directes. Elles seront toujours là, mais inclus dans ce forfait qui est quand même déjà plus élevé. Donc, voilà, elles pourront être dedans pour la simple et bonne raison que c'était vraiment très lourd à justifier. Donc, comme vous vous en rappelez sûrement, il faut toujours justifier la nature de la dépense, donc avec une facture, l'acquittement de cette facture, mais également le lien avec l'opération. Et sur les dépenses de déplacement, on vous demandait le programme de la conférence, la liste d'émargement. On a même entendu que voilà, parfois les auditeurs pouvaient demander la carte d'embarquement parce que le billet d'avion, ça ne suffisait pas pour prouver que vous avez bien pris l'avion à tel moment. Donc vraiment, dans un souci de simplification, les dépenses de déplacement sont inclus dans le forfait de 25. Après, on peut envisager un déplacement, par exemple, si vous avez un chercheur qui va à l'étranger pendant, par exemple, 3 mois, au Canada ou, au Japon, ou voilà, où vraiment il y aura des dépenses très importantes au niveau des déplacements, on pourra quand même les prendre. Mais pour un déplacement en France ou même, en Europe pour présenter un projet, c'était vraiment très lourd à justifier. Voilà pour le forfait. Pour, bon, les dépenses inéligibles, donc on a écrit toute autre dépense, y compris pour les organismes publics, les dépenses ne respectant pas les règles de la commande publique. Donc ça ne change pas de la programmation précédente. On vérifiera toujours, la validité, du marché, à l'avant la première instruction. Donc bien sûr, s'il y a un marché à la marge, qui sera passé dans 2 ans, qui est d'un montant assez faible par rapport au coût global du projet, on pourra le vérifier plus tard, par exemple, à la première demande de paiement, au premier acompte. Mais on vérifiera toujours les marchés. C'est aussi l'expérience qui fait que parfois on a eu des mauvaises surprises. Donc, on préfère toujours vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau des marchés publics. Voilà. Eh bien, merci Juliette, hein, pour ce large effort de pédagogie. Vous rappelez donc le calendrier de cet appel à projet à compter du 15 octobre. D'ailleurs, l'ensemble du règlement ne sera par contre mis en ligne que la veille, le 14. Date limite, fin janvier 2023, au 31 à midi. Quelques points peut-être de vigilance, comme l'a souligné Juliette, hein, il y a
il y a la problématique des régimes d'aide d'État, notamment le régime RDI, avec le principe d'incitativité. Vous savez que normalement, voilà, notamment pour les personnes privées, mais même dans le cadre du public, il y a, dans le cadre de ce régime d'aide, l'obligation effectivement que l'opération ne soit pas physiquement commencée, c'est-à-dire que vous ne soyez pas engagé juridiquement avant d'avoir déposé votre dossier de demande de subvention officiellement. Il y a aussi un moyen, on va dire, plus sûr pour sécuriser l'ensemble de la démarche, c'est tout simplement la lettre d'intention. Donc, déposer une lettre d'intention à l'attention de l'autorité de gestion qui est la région, pour tout simplement prendre rang et puis, on va dire, dater, avoir cette temporalité, on va dire, réglementaire pour justement lever quelques soucis, in fine, qu'on peut avoir avec le fameux principe d'incitativité qui est assez large dans ce qu'on peut considérer sur le commencement, on va dire, physique, juridique d'un projet. Donc, il vaut mieux effectivement passer par la lettre d'intention dès le départ, comme ça permet, ça permet effectivement de lever ce souci-là. Et dans tous les cas, ça permet aussi de prendre contact avec nous, avec la direction Europe et Relations internationales, pour monter avec vous le projet. Parce que sous-tendu à tout ça, hein, avec l'ensemble des conditions, vous voyez bien que on peut que vous inciter à nous demander conseil, on viendra vous voir, on montera le dossier avec vous, et c'est vraiment un des principes fondateurs pour tout simplement fluidifier, faciliter l'ensemble du montage du dossier. Donc voilà, en ce qui concerne l'incitativité. Autre règle, bon, qui paraît peut-être voilà, un petit peu bête à dire, simplement que l'opération ne soit pas physiquement achevée au moment du dépôt de demande de subvention. C'est un des principes fondamentaux, mais en même temps, pour les personnes publiques, effectivement, notamment, où il ne serait pas sur le principe d'incitativité, il ne faut pas que le dossier soit physiquement tout simplement achevé, et que les dépenses soient postérieures au 1er janvier 2021, ce qui ne devrait pas poser beaucoup de soucis non plus. Autre point de vigilance au niveau de la convention et des termes de la convention. Une fois que votre dossier sera instruit, il sera programmé en comité régional de programmation. Suite à cela, il y aura une convention qui sera passée entre les porteurs, le ou les porteurs, s'il y a un chef de file ou c'est simplement aussi des dossiers. Et là, je parle dans le cadre du collaboratif, mais on le verra aussi dans la fiche action, entre le porteur et puis l'autorité de gestion. Tout simplement, c'est vraiment un canevas, c'est vraiment on va dire la notice, on va dire, de l'accompagnement européen, et tout simplement respecter l'ensemble des dépenses, l'ensemble des dates et des délais qui sont impartis. Et tout changement devra effectivement être signalé au service instructeur, mais ça fait partie d'ailleurs du partenariat que nous aurons dès la base, hein, dès la programmation, mais aussi dans le suivi jusqu'à l'objectif final que nous avons d'ailleurs commun pour vous comme pour nous. Nous, c'est tout simplement aussi de la liquidation, le solde de la subvention, et qu'on puisse aussi après passer les éventuels contrôles et audits qui pourraient subvenir sur les dossiers. Donc voilà, nous signaler dès à présent tout changement aussi bien sur votre projet, sur les dates, etc., qu'on puisse faire des avenants. Ça se fait vraiment bien. Il y a des comités de programmation quasiment tous les mois. Donc c'est assez réactif, c'est assez agile. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et pareil, sur les postes de dépenses, toutes modifications devront être signalées. Un point peut-être un peu nouveau, même s'il était bien sûr là et très présent, on était très vigilant à cela, sur la communication, de porter à connaissance de l'accompagnement européen de vos dossiers, ce qui est important, et c'est un point que la commission regarde finement, pour pouvoir aussi faire tout simplement la promotion de l'ensemble de ces actions. Ça fait partie aussi de l'objectif, hein, vous le voyez bien. Et sur le programme 21-27, maintenant, ce non-respect peut amener des pénalités jusqu'à 3%, ce qui serait vraiment réellement dommage, et avec des obligations, on va dire, nouvelles sur un équipement ou un immobilier inférieur à 500 000 euros. On est sur un visuel à poser sur les machines, on est sur des affiches visibles du public, bien sûr, l'ensemble des visuels sur les sites internet et réseaux notamment, et puis une plaque pérenne visible du public avec la mention du FEDER pour les équipements ou l'immobilier supérieur à 500
500 000 euros. Nous, on peut que vous encourager à garder par devers vous précieusement, on va dire, toutes les communications que vous avez sur les livrables, sur les présentations, sur tout ça, et de faire un maximum, là, tout simplement, le partage de cet accompagnement européen pour pouvoir aussi passer cette obligation en termes de communication. On va passer maintenant à la présentation de la fiche action 2 sur la structuration de la recherche et je vais passer la parole à Edina. Bonjour à toutes et à tous, donc Edina Buchwalter, je suis chargée de mission, innovation, recherche au sein du service FEDER Bourgogne-Franche-Comté et Massif du Jura. Donc effectivement, parmi les types d'actions soutenues dans le cadre de cet objectif spécifique, donc 1.1, développer et améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de pointe. Donc on va retrouver la structuration de recherche. Donc l'idée, afin d'accroître donc la promotion des relations entre les entreprises et la recherche publique, il est essentiel de disposer d'infrastructures et d'équipements de recherche publique de qualité en lien avec la RIS 3. Donc les objectifs de cette action sont d'améliorer les capacités de recherche et d'innovation ainsi que l'utilisation des technologies de pointe dans la région Bourgogne-Franche-Comté, d'accroître également le rayonnement et l'attractivité de recherche publique et privée bourguignonne-franc-comtoise sur le plan national et international et d'attirer des nouveaux chercheurs et ingénieurs sur le territoire. Il y a également pour objectif d'aider à la structuration et au développement des filières prioritaires régionales et enfin d'inciter à la collaboration entre les acteurs de la recherche et développement, donc centres de recherche et entreprises. Pour y parvenir, les mesures suivantes sont encouragées, à savoir la construction, la rénovation, l'aménagement de bâtiments de recherche et de locaux scientifiques, ainsi que l'acquisition et la mutualisation de grands équipements de recherche. Pour ce type d'action, donc il y aura la publication d'une fiche action au 14 octobre prochain, relative donc aux infrastructures et équipements de recherche. Des thématiques étudiées grâce aux équipements financés dans le cadre de cette action ou dans les bâtiments financés devront s'inscrire donc dans les domaines visés par la stratégie régionale de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente, donc la RIS 3, les domaines qu'on vous a rappelés tout à l'heure. Quelques précisions donc, sur les critères d'éligibilité. Les porteurs de projets devront s'inscrire dans une démarche de limitation de leur impact environnemental. Donc, on va inciter à l'utilisation des matériaux recyclés et renouvelables dans le cadre d'une politique d'achat d'éco-responsable, bilan carbone, analyse de cycle de vie, sensibilisation aussi des usagers. Une note explicative sera demandée qui permettra donc de justifier de la prise en compte de la préservation de l'environnement et de la biodiversité au sein de votre projet. Pour les projets de plateforme présentant donc une activité mixte, il y aura une différenciation entre les activités économiques et non économiques qui devrait être justifiée de façon comptable. Et enfin, donc la consommation des intrants, donc le matériel, l'équipement, la main-d'œuvre et le capital immobilisé devront être identifiés et à ce titre, un suivi annuel sera demandé. Sur les bénéficiaires donc éligibles au titre de cette action, on a les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les organismes nationaux de recherche, les établissements de santé et établissements français du sang dans leur mission de recherche, et enfin les collectivités territoriales. Dans les dépenses éligibles, on va retrouver donc les dépenses d'acquisition d'équipements de recherche de pointe, les dépenses de construction ou de réhabilitation de bâtiments de recherche et études liées, dont sont exclus donc la mise en norme et de désamiantage, et enfin, donc les dépenses de communication concernant le projet avec publicité de l'intervention du FEDER. Sur le taux d'intervention, on est à 70% maximum des dépenses éligibles retenues par le FEDER, avec un plancher minimal de subvention de 150 000 euros, avec un taux maximum d'aide publique, donc au total avec l'ensemble des cofinanceurs, de 100% dans le respect de la réglementation européenne et nationale. Au calendrier, donc, le dépôt des dossiers se fera au fil de l'eau à partir du 14 octobre, qui est donc la date de parution de la fiche action infrastructure et équipement de recherche. Quelques points de vigilance. Donc, effectivement, donc les infrastructures, l'immobilier, les grands équipements scientifiques structurants, les bâtiments et les locaux scientifiques éligibles devront servir à la recherche uniquement.
Merci Edena pour cette présentation. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions-réponses. On va essayer de relister un petit peu les questions qui ont été posées. Vous dire que dans tous les cas, je vais passer juste à la slide suivante. Vous dire que vous pourrez retrouver ces informations, ce webinaire à partir du début de semaine prochaine sur le site europe-bfc.eu. Que vous pouvez nous contacter à loisir sur l'adresse mail générique où vous pourrez accéder à l'ensemble du service innovation et recherche sur recherche.innovation.feder. Donc ça, c'est aussi une nouveauté pour ce 21-27. Pour vous dire aussi que cet après-midi, il y a le webinaire transversal pour les aspects, on va dire, plus pratiques du montage de dossiers dont on a parlé au début de ce webinaire. Alors, on va essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Peut-être, est-ce que Juliette, tu en Oui, as vu? alors j'ai vu qu'il y avait 2 questions sur les bénéficiaires, donc peut-être, répondre en même temps. Donc, faut-il que le laboratoire de recherche soit implanté en région BFC? Alors non, dans le partenariat, vous pouvez avoir des partenaires dans d'autres régions, dans d'autres pays et ça concerne le laboratoire de recherche. La seule, exigence, c'est qu'il y ait une entreprise en Bourgogne-Franche-Comté. Donc le laboratoire de recherche peut être dans une autre région. Par contre, il ne pourra pas bénéficier du FEDER Bourgogne-Franche-Comté. Il faudra qu'il sollicite un autre financement. Hem Ensuite, donc aussi, ah oui, au moins une PME en BFC, est-ce que c'est OK pour les startups? Donc les startups, en général, elles ont moins de 50 salariés, enfin même c'est 250. 50, c'est pour une petite entreprise, 250, c'est pour une moyenne entreprise. Donc oui, elles sont totalement éligibles. Après, une petite précision pour ce qui concerne la taille des entreprises, elle est vraiment vérifiée avec, des documents, juridiques et comptables, c'est-à-dire l'Elias fiscal où, enfin dans les dernières pages, on peut voir l'effectif et le total bilan ainsi que le chiffre d'affaires. Donc c'est un document qui sera demandé et si par exemple dans votre partenariat, vous avez une PME qui n'est pas en Bourgogne-Franche-Comté, on lui demandera ces documents-là, même si on ne la finance pas. Donc c'est quelque chose aussi à voir avec elle, qu'elle soit en capacité de nous les transmettre. Bon, bien sûr, pour des raisons de confidentialité, elle peut nous les transmettre directement et ne pas passer par vous parce que vous êtes juste son partenaire dans un projet, vous n'avez pas à avoir ces documents-là. Mais, c'est vraiment un point qui est vérifié avec des documents et plus avec une attestation sur l'honneur. Alors au milieu, il y avait une question sur, pour les organismes publics, les dépenses de matériel peuvent être de l'investissement? Oui, vous pouvez avoir de l'investissement pour, les dépenses de matériel pour les organismes publics également, il n'y a pas de distinction. La seule exigence pour les organismes publics, c'est le respect des marchés publics. Peut-être Pour, aussi, oui. Juliette, on a une question quant à l'action 2 sur la rénovation des bâtiments de recherche. Cela ne finance que la rénovation des bâtiments de recherche, car souvent les bâtiments sont dédiés recherche, expérimentation, pédagogie. Alors sur l'action 2, on est vraiment sur la construction, rénovation et aménagement de bâtiments de recherche et de locaux scientifiques. Donc on n'est pas que sur la rénovation, on peut avoir effectivement la construction et l'aménagement. Par contre, effectivement, le point de vigilance, hein, on est vraiment sur des espaces dédiés à la recherche. Alors, quid de la pédagogie, on va dire, de l'apprentissage et non, normalement, ce n'est pas pris en compte. Donc, il faudra forcément faire un distinguo entre cela et faire en fait proratiser des surfaces typiquement dédiées à la recherche et toutes celles qui sont dédiées, on va dire, à l'enseignement, à l'éducation, bah, tout simplement, elles seront mises en dehors de l'assiette éligible. Oui, exactement, mais ça peut être fait avec, le maître d'œuvre, voilà, ou soit on fait une clé de répartition ou, on demandera des chiffres, exacts, mais voilà, c'est pas on l'a déjà fait par le passé, ça se fait, quoi. Alors par contre, est-il prévu un espace permettant de connaître les dossiers en cours de dépôt et les appels à partenaires? Alors les est-ce que vous pouvez préciser cette question?
Alors actuellement, il y a peut-être aussi une question sur les dépôts de demandes de subventions. Donc on est toujours sur l'espace Synergie, qui est un espace dédié avec, vous pouvez déposer l'ensemble de vos dossiers. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous demander. Nous avons la chance d'avoir deux administrateurs Synergie à la direction Europe et Relations internationales qui pourront vous aider notamment dans le dépôt, mais l'ensemble des chargés de mission aussi sont présents pour remplir cette tâche. La plateforme a vraiment, je pense, donné en toute objectivité satisfaction sur le 14-20 et en plus elle s'est améliorée au fur et à mesure. Donc pour ceux qui l'ont utilisé, je pense que voilà, ça s'est relativement bien passé, c'est relativement clair. Elle est vraiment voilà, elle s'est vraiment mise à la place du porteur de projet dans l'ensemble de ses demandes. Et en mode miroir, d'ailleurs, nous avons aussi nous un autre synergie cœur de métier dans le cadre de l'instruction, etc. Des dossiers, mais on a vraiment deux structures assez finement réalisées pour pouvoir instruire, vous déposer et nous instruire on va dire les dossiers. Donc en fait, ils seront déposés ici. Voilà. Est-ce qu'on peut, la question aussi qui n'a pas été posée on pourra les déposer, on va dire même dès à présent sur la plateforme. N'hésitez pas. Il y a toujours aussi la possibilité pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait prêts de passer par le biais, comme on l'a vu, de lettres d'intention. Dans tous les cas, je ne dis pas qu'il n'est pas question de déposer un dossier sans nous en avertir avant, mais on va dire dans le cadre d'un partenariat, on va dire voilà, commun et à venir, il vaut mieux effectivement nous demander conseil et qu'on puisse, pour ceux qu'on ne connaîtrait pas encore, faire connaissance et puis avancer ensemble dans cet accompagnement européen. Ce qu'on peut dire Avons-nous aussi, c'est qu'il y a beaucoup Oui. d'informations sur le site Europe en BFC. Donc, tous les appels à projets sont publiés sur ce site-là. Et puis, vous avez aussi vous avez des guides, vous avez vraiment beaucoup d'informations. Donc, on vous invite à aller sur ce site. Ah oui, du coup, il y a monsieur Vétéron qui a précisé un peu sa question. Une PME ou une TPE ne pourra pas être pilote de projet, donc il faut pouvoir s'adosser à un projet piloté par quelqu'un d'autre. Donc il faut les connaître. Mais c'est dans ce cadre-là pour pouvoir répondre à des appels à partenaires. Ce qui sont publiés. Oui, alors, enfin, si je comprends bien, c'est dans la mise en relation entre les partenaires. Nous, on joue pas ce rôle-là. En général, on vient pour nous présenter un dossier. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris. C'est ça, hein? Oui, alors c'est vrai Oui, qu'on on est d'accord? on joue pas Non, on n'est le pas. rôle d'entremetteur jusqu'à présent. Après ça peut avec les directions personnelles parce qu'il y a aussi un grand point Oui, qu'on n'a pas encore, oui. effectivement, évoqué. On est vraiment en total partenariat avec la direction opérationnelle et aussi, les services de l'État en matière de recherche. Donc effectivement, il peut y avoir aussi ce lien qu'on peut faire aussi sur des projets qui pourraient être effectivement connexes ou qui pourraient être, on va dire, complémentaires et voilà, donc ça peut être aussi le cas. C'est pas forcément nous notre rôle premier, mais en même temps, voilà, en connaissant le tissu, économique et de l'innovation et de la recherche, il peut y avoir effectivement des liens qui peuvent se créer et qui seront, voilà, on en fera bien sûr la promotion, dans ce cadre-là. Alors, est-ce qu'on peut vous donner nos coordonnées? Bien sûr. Alors déjà, Mmh. on a déjà l'adresse, complète, mais en même temps, nos coordonnées, elles seront directement, sur le site. Mais on vous les donnera, on verra d'ailleurs comment est-ce qu'on peut, par rapport à l'ensemble des personnes qui se sont invitées à ce webinaire, vous envoyer aussi bien la présentation, et on vous mettra la fiche de toutes nos coordonnées, entières, avec nos adresses, et nos téléphones pour pouvoir, effectivement prendre contact avec plaisir, bien entendu. Ce sera fait, on va dire, dès le début de semaine prochaine, on s'y engage. Je vais rafficher effectivement l'adresse mail générique recherche.innovation.feder@bourgogne-franche-comté.fr et qui arrive sur l'ensemble de nos boîtes mail. Eh bien, écoutez, si on n'a plus de questions, il nous reste encore quelques minutes. Simplement
vous remercier de votre participation. Nous avons 61 personnes qui ont participé à ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, il sera consultable dès semaines prochaines sur le site Europe en Bourgogne et sur le site, je crois, de la région. Donc, n'hésitez pas à le consulter. On a plutôt, je pense, apprécié ce mode de communication qu'on a pu voir après sur d'autres thématiques dans le cadre de la semaine. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de continuer de pouvoir effectivement vous présenter régulièrement. Comme Juliette l'a dit, les appels à projets vont se renouveler. Vous savez que voilà, les fiches actions aussi pourront être modifiées, donc ça pourrait être aussi un bon moyen de pouvoir communiquer avec vous en totale réactivité pour tout simplement vous présenter, d'avoir un maximum d'informations sur les programmes, tout en sachant que c'est pas du tout le seul mode de communication et que nous sommes tous les quatre vraiment à votre disposition pour des réunions, des rendez-vous, il n'y a aucun souci, en visio, en présentiel, avec aussi les directions opérationnelles. Voilà. Juste avant la fin, avez-vous un lien pour s'inscrire au webinaire de cet après-midi? Oui, alors, c'est sur... Est-ce que je l'ai sur... non, je ne l'ai pas là. Mais autrement, on vous donnera l'information. Comment vous la passez? Mais autrement, c'était sur l'ensemble de comme vous avez pu vous inscrire sur celui-ci, vous pouviez effectivement aussi vous inscrire sur celui de cet après-midi. Alors, avant de déposer un dossier, qui faut-il rencontrer sur l'appel à projet? Le mieux sur cette dernière question, donc, le mieux, effectivement, c'est de pouvoir, voilà, le lien a été mis par un de vos collègues, et on remercie Serge et Florian notamment pour cette intervention. Qui faut-il rencontrer? Bah, en fait, nous, hein, envoyez-nous un message, on reviendra vers vous. Voilà, c'est très réactif, on revient vers vous, très rapidement et merci aussi Andrea d'avoir mis ce lien-là pour, le webinaire de cet après-midi. Voilà, donc oui, bah, n'hésitez pas à contacter-nous globalement et on reviendra vers vous individuellement. Voilà, on vous remercie pour ce temps d'échange. Si vous avez d'autres questions, c'est pareil, hein, n'hésitez pas, on reviendra vers vous. Et ben, on vous dit, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. Très bonne journée. journée à tout le monde. Bonne journée. À bientôt, au Au revoir. revoir.